Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, On toujours. va combien d'années en arrière? On va 20 ans en arrière. Jean-Paul, ça c'est pas l'histoire, 20 Si, c'est ans de en l'histoire. arrière. Non, c'est de René l'histoire. Ruth était déjà né. On va parler d'une. Même Emmanuela était on va, déjà née. on va parler d'un événement tragique qui aura profondément changé la donne, notamment dans le monde de l'espace, en fait. Voilà. Il faut savoir que il y a 2 jours, le 1er février exactement, ça faisait 20 ans que disparaissait la planète, La navette spatiale, Columbia, se désintégrait lors de sa mission, lors de son entrée dans l'orbite terrestre. Alors, il faut savoir que dans le programme des navettes spatiales américaines, c'est un programme qui avait commencé en 1976 et qui avait été achevé en 2010. La dernière navette ayant achevé sa dernière mission en 2011, c'était la navette spatiale Discovery. Et donc, c'est un programme qui avait duré quand même près de 30 ans. Et c'est un programme aussi qui avait connu des tragédies. Ici, j'avais parlé, par exemple, de la désintégration de la navette spatiale Challenger en 1986. Là, c'était lors de la phase de décollage, puisqu'il y avait une mousse qui se trouvait au niveau du propulseur qui est placé sous la navette spatiale, je ne sais pas ce que j'ai avec le mot planète, sous la navette spatiale. Et cette mousse-là qui s'était éjectée du propulseur avait d'abord endommagé, si tu veux, une partie du réservoir qui était sur les côtés, les réservoirs latéraux, et c'était ça qui s'était enflammé par la suite, et ça avait entraîné l'explosion de la navette Challenger. Peut-être que tu es sorti en vampire, tu étais sur notre planète. Challenger. Mais là, pour ce qui concerne Columbia, c'est à peu près la même cause. Ça va produire les mêmes effets, mais dans des événements un peu différents. Cette fois-ci aussi, lorsque la navette spatiale Columbia, lors de sa phase de décollage, c'était à la mi-janvier 2003, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a aussi une mousse qui va se désintégrer, qui va être propulsée, qui va s'éjecter du propulseur qui était en dessous de la navette, et donc qui va endommager cette fois-ci le bouclier thermique. Il faut savoir que dans la navette spatiale, elle est conçue de telle sorte que malheureusement, elle avait un point faible, et le point faible, c'était dans la partie inférieure de la carlingue. Et donc, en dessous, on mettait des matériaux extrêmement résistants qui constituaient ce qu'on appelait un bouclier thermique. Pourquoi le bouclier thermique? Parce que lorsque, notamment dans la phase de retour à chaque fois, parce qu'il faut comprendre que la navette spatiale, c'était le premier instrument, le premier engin spatial qui avait la possibilité d'être réutilisé quasiment à l'infini. C'est-à-dire qu'on l'envoyait dans l'espace avec des propulseurs et il revenait sur Terre comme n'importe quel engin terrestre, spatial, et ensuite, il amorçait sa phase d'atterrissage comme un avion, et puis voilà. On n'avait plus besoin de mettre des parachutes pour qu'il tombe soit dans l'océan, soit dans une zone désertique, dans les forêts, tout ça. Et donc, c'était vraiment, en 1976, c'était une innovation majeure. Et justement, cette navette spatiale-là, avait également un certain nombre de missions. Elle a notamment servi à mettre sur orbite l'ensemble des modules qui auront servi à la construction de la Station spatiale internationale, et donc et plein d'autres missions d'observation, des missions scientifiques. Et donc en 2003, il faut savoir que la navette Columbia effectuait sa 28e mission, et donc elle décolle de Floride, et tout se passe bien, sauf que les pilotes, les membres de l'équipage ne le savent pas, mais au sol à Houston, au Texas, on a constaté qu'une nouvelle fois encore, il y a eu le problème d'un morceau de mousse qui s'est éjecté et qui a endommagé le bouclier thermique qui se trouve en dessous de la navette spatiale. Et donc, pendant les 15 jours qui vont suivre la mission, alors que les astronautes sont tranquillement en train de travailler dans l'espace, la question se posait au niveau du centre de commandement, du centre opérationnel de Houston, le Texas, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on leur permet de revenir avec cette navette-là
tout en sachant le risque que représente le fait que le bouclier thermique, on le sait, il est endommagé. Et il faut bien comprendre que ce bouclier thermique, il était vital pour justement amorcer le retour, parce que lorsque lorsque la navette spatiale amorce son entrée dans l'orbite terrestre, elle va à plus de 21 000 km/h, et donc à cette vitesse-là, il se forme en fait si tu veux la carlingue de la navette est confrontée à un tel niveau de température, les températures peuvent atteindre jusqu'à 2000 à 2500 degrés Celsius, et donc ça crée, même lorsque l'on regarde des images, ça crée ce qu'on appelle un écran de plasma tout bleu, et qui entoure en fait la navette. Ça veut dire vraiment, ça montre la puissance, si tu veux, des températures à ce moment-là. Et donc, c'est ce bouclier thermique qui permet justement de protéger la navette spatiale lorsqu'elle amorce cette phase-là extrêmement sensible de son entrée en orbite terrestre. Et donc, la question que les ingénieurs se posaient à Houston, au Texas, c'était de savoir, est-ce qu'il fallait leur permettre d'entrer avec la navette Columbia, sachant elle avait cette avarie-là, avec le risque de voir peut-être un accident se produire, donc le pire se produire, ou bien est-ce qu'il fallait diligenter une autre mission spatiale, c'est-à-dire envoyer, à l'époque il y avait la navette Endeavour qui était là, ou Discovery, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt envoyer une autre navette aller récupérer les astronautes, et puis en même temps essayer de voir si on ne pouvait pas la réparer là-bas au lieu de la faire revenir. Bon, malheureusement, je crois que comme on était 17 ans après le crash de Challenger, les ingénieurs se sont dit que de toutes les façons, ce n'était pas la première fois que la navette effectuait ce genre d'entrée en orbite alors que son bouclier thermique ou bien sa carlingue avait quelques avaries. Et donc, ils se sont dit qu'on pourrait peut-être essayer de tenter le coup plutôt que d'envoyer une autre mission. Parce qu'envoyer une autre mission à l'époque, il faut bien comprendre que le fait d'envoyer une mission, c'est-à-dire envoyer une navette spatiale dans l'espace, ça coûtait plus d'1 milliard de dollars. Et donc, est-ce qu'il fallait encore dépenser $1 autre milliard pour aller récupérer les 7 astronautes qui étaient en orbite, ou bien il fallait essayer de tenter le coup, peut-être que ça pourrait passer. En fait, c'est ce que les ingénieurs se sont dit. On le sait maintenant parce qu'il y a quelques jours, à l'occasion justement de cette commémoration des 20 ans de ce drame, eh ben, on a eu des confirmations à travers un certain nombre de résultats d'enquête qui avaient été effectués notamment à cette époque. Et donc, on apprend avec stupéfaction que les ingénieurs se sont dit, bon, écoutez, on va essayer, peut-être que ça va passer, peut-être que le bouclier thermique va tenir le coup. Et donc, on va demander aux astronautes, une fois qu'ils ont achevé leur mission, de regagner la Terre. Et donc, malheureusement, pour les 7 membres d'équipage, ils étaient 6 Américains, 1 Israélien, 5 hommes et 2 femmes. Ces derniers ne savaient même pas que dès lors qu'ils réintégraient la navette et qu'ils amorçaient leur phase de retour, en fait, ils allaient vers la mort. Et donc, même les ingénieurs étaient particulièrement regardants sur, évidemment, les instruments. Et même on a retrouvé une vidéo, notamment une cassette qui enregistre justement le comportement de l'équipage à bord. Et on a même les images jusqu'au moment où l'explosion se produit. Et les astronautes ne se sont rendus compte de la chose que quelques secondes seulement avant l'explosion, il était déjà trop tard. Donc, ils sont montés. Une fois que la navette a entraîné sa phase d'insertion, sa phase d'entrée en orbite terrestre. Donc, une fois que le bouclier de plasma se met à se former autour de la carlingue, il y a un écran orange qui entoure, si tu veux, la cabine d'équipage. Et donc, les astronautes sont tranquillement assis et donc ils ne peuvent rien faire d'autre que d'attendre, que de traverser cette zone on peut dire, de turbulence là. Malheureusement pour eux, le pire va se produire. Le bouclier thermique ne va pas tenir. L'aile gauche de l'avion va commencer à se désintégrer en premier et ensuite, ça va entraîner la destruction totale de la navette spatiale, dont les débris dans le ciel étaient visibles à plus de 61 km. Il faut savoir que les débris de la navette vont être étalés sur des centaines de kilomètres entre la Floride et la Louisiane. Donc, et c'est véritablement ce drame-là qui va pousser les autorités américaines à revoir totalement leur programme spatial et à changer évidemment leur méthode de travail et à remettre,
si tu veux, la sécurité au centre de tout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et les Américains aussi vont, à partir de ce drame de la navette Columbia, ils vont commencer vraiment à se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que nous dépensons est bien utilisé? Parce que lorsque l'on voit le coût d'une mission, plus d'1 milliard de dollars, et lorsque l'on regarde par exemple le cas de la planète Columbia avec ce drame-là, la navette Columbia, avec ce drame-là, on se rend bien compte que ce milliard de dollars n'est pas bien utilisé. Et donc les Américains vont commencer à se dire que plutôt que de faire du programme spatial un programme purement gouvernemental, surtout que ça coûte de plus en plus cher, et l'opinion publique après ce deuxième drame-là, était de plus en plus réticent à se dire qu'il fallait, pour quel intérêt encore il fallait continuer cette espèce de course à la conquête spatiale. Et donc, les autorités américaines vont commencer à se dire, peut-être qu'il va falloir réfléchir autrement. Et ils vont avoir une idée de génie, c'est d'intégrer, si tu veux, pour la première fois, le secteur privé dans le domaine spatial-là. En 2011, le gouvernement américain va faire un appel d'offres auprès d'entreprises privées pour leur demander de leur proposer des moyens de ramener les gens, les astronautes dans l'espace, mais cette fois-ci à des coûts extrêmement plus bas et avec un minimum de sécurité. Et donc, c'est ainsi que entre 2011 et 2020, durant près de 10 ans, plus de 10 ans même, les Américains vont être un peu dépendants des Russes parce que pendant 10 ans, ce n'étaient que les Russes qui avaient la capacité d'envoyer des astronautes dans l'espace, notamment par le biais de la capsule Soyouz. Et donc, pendant 10 ans, une dizaine d'entreprises vont bien évidemment postuler auprès de la NASA pour avoir le marché. Il y aura 2 entreprises qui vont obtenir des marchés, notamment SpaceX avec sa capsule Crew Dragon. SpaceX, c'est d'Elon Musk. Et le Boeing, notamment pour la capsule Starliner. Alors, bien évidemment, donc, SpaceX va avoir à peu près 2,4 milliards de dollars pour mettre en place sa capsule Crew Dragon. Et pour Starliner de Boeing, ils vont avoir à peu près 3,1 milliards de dollars. Alors, très vite, évidemment, il va y avoir une espèce de course entre Boeing et SpaceX. Bien entendu, à l'époque, les spécialistes se disaient qu'étant donné, si tu veux, la taille de Boeing face au petit SpaceX, il est clair que Boeing allait fumer l'entreprise d'Elon Musk. Mais non, mais Elon Musk a fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de brio aussi, il faut le dire d'un point de vue de l'ingénierie, parce qu'il va non seulement mettre en place une capsule qui va réduire considérablement le prix de la place le prix de la place, si tu veux, du transport. Pour prendre une échelle, pour vraiment comprendre, il faut savoir que dans les navettes spatiales, le prix d'un passager, pour prendre une personne et l'envoyer dans l'espace, ça coûtait 170 millions de dollars. D'accord? Mais 170 millions de dollars, c'est à peu près la moitié que coûtait le prix d'une place dans une mission Apollo. Apollo, dans les années 60, c'était 390 millions de dollars pour emmener une personne dans l'espace. Et SpaceX de Elon Musk est arrivé à ramener le prix d'une place à 55 millions de dollars. Donc bien moins que Boeing avec Starliner qui proposait 80 millions de dollars. Et il faut savoir que, par exemple, pour Soyouz, on payait par passager 90 millions de dollars. Donc, c'est la moitié de ce que coûte le prix d'une place sur une capsule Soyouz. Donc, véritablement, il y a une vraie prouesse d'un point de vue déjà du coût et de la technologie. Mais comment est-ce que Elon Musk est arrivé à ce niveau-là? Parce qu'il est parti d'un principe. Il fallait, bien entendu, ne pas abandonner l'idée d'avoir un lanceur qui soit réutilisable. Si à chaque fois, le lanceur n'était pas réutilisable, ça veut donc dire qu'il faut refabriquer le même lanceur, et donc avec les coûts de matériaux qui coûtent extrêmement cher, parce que ce sont des alliages qui sont d'une qualité exceptionnelle. Donc ça, évidemment, d'un point de vue industriel, ce ne serait pas tenable. Et donc, il fallait absolument pour Elon Musk de mettre en place un système qui permette de réutiliser la capsule. Et Elon Musk va faire mieux que la NASA. Parce qu'à l'époque, à la NASA, si vous remarquez bien, lorsque la navette spatiale décollait, il y avait trois gros tubes en dessous de la navette. Bien entendu, dans ces 3 tubes, c'était des mélanges d'air et de carburant. Et donc, ces 3 éléments-là
s'éjectaient et puis retombaient à la mer. Et en général, on ne pouvait les réutiliser que 2 ou 3 fois. Alors qu'avec SpaceX, il a exactement à peu près le même principe. Il y a la capsule en bout de la fusée, et puis en dessous, vous avez tout le système avec toute la propulsion, avec tout le réservoir. Et donc tout ça revient tranquillement sur le lieu de lance, sur la rame de lancement. Et donc on n'avait plus besoin d'appeler la marine pour fouiller des dizaines et dizaines de zones de kilomètres carrés pour aller retrouver les différents éléments de la propulsion pour les rassembler. Alors que là, avec SpaceX, toute la propulsion revient tranquillement à l'endroit où, sur la rampe de lancement. Donc ça a permis de garantir le fait que toute cette architecture-là puisse être réutilisée à l'envi. Et ça a évidemment changé la donne. Donc depuis lors, les Américains ont appris que, évidemment, on peut aussi travailler avec le secteur privé dans le spatial. Et donc aujourd'hui, on attend, et grâce notamment à ces premiers tests-là, en 2020, qui ont été concluants, ça a même donné des idées pour développer demain ce qu'on appelle le tourisme spatial, c'est-à-dire, on a vu avec Amazon de Jeff Bezos, qui eux aussi, avec Blue Horizon, qui essaie aussi de mettre en place son propre système de propulsion pour aller dans l'espace, mais pas pour réaliser les mêmes missions que celles qui sont dévolues à SpaceX. Donc, la navette spatiale Columbia, qui s'est désagrégée, a été un véritable drame, notamment pour la communauté scientifique, pour les États-Unis et pour tous ceux qui sont fans de l'espace. Mais ça a aussi ouvert les yeux sur une autre manière d'utiliser les fonds colossaux qui étaient déboursés chaque année pour financer les programmes spatiaux. Et ça a permis non seulement d'avoir aujourd'hui des engins qui sont de meilleure qualité, avec de meilleurs instruments, et surtout qui coûtent moins cher à entretenir et que l'on peut réutiliser aussi à l'infini. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la note de ce drame-là, de la disparition de la navette spatiale Columbia. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin. On salue tous les frangins bien connectés sur les 104.5. Enfin, un big up spécial à Régis Divassa qui est avec nous ce matin dans Luda Fresh Morning. Enfin, un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.